Rico. Audio 2096. Eh bien, la pause fut bienvenue, la pause fut heureuse, la pause fut ensoleillée, la pause fut océanique, la pause fut familiale, mais la pause n'est plus, et il est temps de retourner à la vie, il est temps de se retrouver pour cette rentrée, chers auditeurs de Calreco, et je suis parfaitement heureux d'être ici, devant ce micro. Alors, heureux, est-ce qu'on a des raisons d'être heureux ? Je sais pas, mais moi j'ai décidé d'être heureux parce que j'ai tout simplement pris une résolution après cet été. J'ai décidé de vivre l'instant, de projeter le moins possible et de ne faire fonctionner ma mémoire pour retourner dans le passé que si c'est utile dans le moment présent justement. Spéciale dédicace à Eckhart Tolle. Oui, l'instant présent, car ce monde est fou, mesdames, messieurs. Et plus que jamais, il faut demeurer ancré, il faut demeurer lucide, il faut profiter des infimes moments de joie qui se présentent. Parce que depuis 5 ans, le temps s'accélère, le monde que nous avons créé s'emballe et une majorité de nos congénères ne perçoit pas l'urgence, le cul en l'air et la tête dans le sable. Crise sanitaire, crise écologique, crise économique, sociale, politique... Eh bien non. Comme l'évoquait Luc Biget dans notre récent entretien, cette crise est ontologique. C'est l'être humain qui doit changer, pas les institutions de nos sociétés libérales plutôt technocrates qui, d'une façon ou d'une autre, de toute façon, sont vouées à l'extinction. Oui, c'est la base qui doit muter et c'est à chacun d'entre nous de se prendre en main dans l'instant présent. Une démocratie en berne, un président perdu et psychopathe qui s'accroche au pouvoir comme une vieille moule à son rocher. Ce monde est fou, mesdames, messieurs. Valeurs inversées, on ne discerne plus le vrai du faux et ça n'est que le début. Les frontières se dissolvent, la communication et le marketing ont depuis longtemps pris le pas sur le vrai, le juste, le beau. Tout le monde le voit, même si encore une fois, certains esprits déconnectés ou corrompus n'y trouve rien à redire. La planète ne pourra bientôt plus supporter le gaspillage capitalo-mondialiste. Le réchauffement nous guette. Qu'est-ce que disent les experts ? 30 ? 40 ? 100 ans pour empêcher la catastrophe écologique ? Tout cela n'est pas bien jojo, c'est même flippant, je vous l'accorde. Voilà pourquoi il faut être présent dans l'instant. Mais tout cela n'est rien. Tout cela, c'est peanuts. La crise écologique, la crise économique, sociale, politique, le président psychopathe, les valeurs inversées, les frontières qui se dissolvent, le marketing, tout ça, c'est rien. C'est que dalle. C'est que dalle à côté de l'avenir que nous réservent les apprentis sorciers de la tech. Ces représentants ultimes de l'hubris humain, inconscients, vénaux, égocentrés, peu importe. Il y a danger. Et c'est l'objet de ce podcast aujourd'hui. Cet épisode de rentrée, j'ai envie de dire qu'il est capital. Il faut relayer l'information, il faut faire tourner ce podcast. Alors je ne le demande pas systématiquement, je ne le demande même jamais, je crois. En tout cas pas de façon explicite. Mais le message du jour, en fait, il est trop important pour que je fasse preuve de retenue dans ma communication. Car c'est de l'avenir de l'humanité dont il est question. Et c'est pas de la SF, mesdames, messieurs. Je ne plaisante pas, je ne cherche pas le buzz. L'heure est grave. Le danger imminent de l'IA, c'est ce que nous allons évoquer avec mon invité de ce jour, Maxime Fourn. Maxime Fourn est ingénieur, spécialiste en deep learning et en plein de trucs que je ne comprends pas, mais surtout il est spécialiste en intelligence artificielle et il est l'un des fondateurs de Pause IA France, dont l'objectif est de minimiser les risques liés à l'intelligence artificielle, risque qui inclut celui de l'extinction de l'humanité.
Cette association à but non lucratif tente de convaincre les gouvernements d'intervenir et de mettre en pause le développement d'une IAG, une intelligence artificielle générale type GPT par exemple, GPT-4, GPT-5 bientôt, puis d'une super intelligence. Dans ce but, ils alertent le public, tentent d'instaurer un dialogue avec les décideurs et c'est pas gagné, et organisent des manifestations. Quand je dis c'est pas gagné, non c'est faux, mais en fait ça sera gagné quand tout le monde aura pris conscience du danger. Pause IA est la branche française de Pause AI Global. Alors sans plus attendre, je vous propose d'entendre ce que Maxime a à nous dire. Pas certain que vous en ressortiez indemne. Alors, je m'appelle Maxime Fourne. J'ai fait des études d'ingénieur en France et ensuite je me suis spécialisé en mathématiques. J'étais vraiment passionné par les mathématiques à l'époque où je faisais mes études. Donc, si on retourne un petit peu en arrière, quand j'étais adolescent, j'étais fasciné par des questions sur la conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Et ça m'a pas mal amené vers des questionnements sur l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est possible de créer de la conscience dans une machine, ce genre de questionnement. Quand j'ai fini mes études, c'était en 2011 ou 2012, j'avais c'était toujours des sujets qui me fascinaient, mais j'imaginais pas vraiment faire une carrière là-dedans. C'était pas encore un moment où c'était très mainstream. Et du coup, je suis parti dans la finance parce que je savais pas trop quoi faire. C'était un peu la voie par défaut quand on a fait des mathématiques et qu'on n'a pas spécialement envie de continuer à étudier. Et j'ai eu la chance du coup de pouvoir me spécialiser en machine learning en finance. Donc je bossais pour un fonds d'investissement privé pendant quelques années. Et je commençais de plus en plus à m'intéresser au réseau de neurones artificiels. Donc je faisais mes propres projets de hobby sur le côté. Donc je travaillais un peu avec du machine learning et quand je rentrais chez moi, je faisais des projets où j'essayais de créer des réseaux de neurones artificiels. Autour de 2014, je bossais sur un projet où j'essayais de créer un système basé sur des réseaux de neurones artificiels qui puissent jouer au Go. Donc le Go, c'est un jeu, c'est un peu les échecs chinois pour simplifier, et c'est un jeu de plateau qui à l'époque était considéré comme une étape peut-être infranchissable de l'intelligence artificielle. Donc c'est un jeu qui est, j'ai pas envie de dire beaucoup plus complexe, mais qui est assez différent des échecs, dans le sens où ça demande beaucoup plus de créativité, d'intuition et des caractéristiques que l'on pensait être vraiment humaines à l'époque. Et donc il y avait beaucoup de gens qui disaient jamais une intelligence artificielle ne sera capable de jouer au Go. Bon, moi j'ai jamais cru, dans le sens où à l'époque je pensais déjà que a priori les intelligences artificielles devraient être capables de faire à peu près tout ce qu'on fait. Je travaille là-dessus, et en 2015 DeepMind a annoncé qu'ils avaient résolu le jeu de Go. Donc ça a été vachement médiatisé à l'époque, où on a vu le modèle AlphaGo de DeepMind qui a battu le meilleur joueur de Go au monde. En utilisant des réseaux de neurones artificiels. Donc c'est un moment où ça m'a renforcé dans l'idée que ça allait marcher. Donc à ce moment-là, je me suis dit ah oui, quand même, si un réseau de neurones artificiels est capable de jouer à ce jeu qui est vraiment très créatif, très intuitif, alors je pense pas qu'il y ait forcément de limite. Mais bon, je pensais qu'on avait quand même une centaine d'années avant qu'on arrive à créer des modèles aussi intelligents que nous dans toutes les disciplines imaginables. Donc je me suis spécialisé vraiment en réseau de neurones profonds à ce moment-là. Donc c'est des modèles qui imitent un peu la structure, qui s'inspirent de la structure du cerveau humain. Donc je me suis spécialisé là-dedans. J'ai bossé pour une petite start-up pendant 2 ans. Ensuite j'ai bossé de nouveau pour un fonds d'investissement américain. Mais cette fois-ci j'étais spécialisé dans je dirigeais une équipe qui créait un modèle pour comprendre des documents papier comme un humain. Donc l'idée c'est à partir du texte organisé en 2D sur un document, avoir un système qui soit capable d'extraire de l'information et auquel on puisse poser des questions pour savoir ce qui est sur le document. Donc très très similaire au modèle actuel à la ChatGPT. Donc on utilisait vraiment le même genre de technologie, des réseaux de neurones, sauf que c'était à une échelle bien plus petite. Donc les IA modernes, elles sont immenses. C'était des
des modèles qui coûtent des millions de dollars, centaines de millions de dollars à entraîner, qui doivent tourner pendant 6 mois, qui utilisent, entraîner ChatGPT, ça va utiliser autant d'électricité que de faire tourner une ville de 10 000 habitants pendant 1 an. Alors que nous, on était vraiment à des échelles où, on faisait des modèles qu'on pouvait entraîner en quelques jours, avec pas un budget énorme. Donc j'ai fait ça jusqu'en 2022, et en 2022, j'ai commencé à m'inquiéter de la rapidité du progrès. Pour avoir été dans ce milieu pendant environ 12 ans, comprendre que pendant 10 ans, il se passait pas grand chose. Il y a eu AlphaGo qui a été un moment incroyable. Tout le monde a ouvert les yeux un petit peu sur le genre de ce qui était possible. Donc ça, c'est arrivé, c'est arrivé en 2015. Ensuite, il n'y a rien eu jusqu'à 2020. Et 2020, il a commencé à se passer des choses. Il y a GPT-2 qui est sorti, donc l'ancêtre de ChatGPT. Et quelqu'un sur Twitter s'est rendu compte que c'était capable de créer un site web si on lui demandait, sachant que c'est pas du tout une fonctionnalité qui a été voulue par les gens qui ont créé l'IA. Ce modèle, à la base, c'est juste un modèle qui prédit du texte. Donc on lui donne une phrase et il sort les prochains mots de la phrase. Donc ça, c'était assez incroyable, et ça m'a vraiment fait mettre à jour mes timelines. Donc le Graal en intelligence artificielle, c'est de créer un modèle aussi intelligent que l'humain. C'est le cas depuis la fondation de la discipline de l'intelligence artificielle. Et jusqu'à il y a quelques années, on pensait que ça arriverait pas avant 100 ou 200 ans. Maintenant, donc en 2020, entre 2020 et 2022, j'ai mis à jour sur ça, et je me suis mis à penser que peut-être ça va arriver dans 10 ou 20 ans. Et bon, c'était pas encore super inquiétant. Je me disais, la société a peut-être le temps de s'adapter. Mais je commençais quand même à me demander si j'étais en train de faire la bonne chose. Donc j'ai démissionné en 2022, prendre une année sabbatique juste pour réfléchir à ce que je voulais faire. Est-ce que il était temps que j'aille travailler dans un gros labo d'intelligence artificielle sur vraiment des modèles de pointe, ou est-ce que je devrais faire autre chose? Donc j'ai pris ce temps-là pour réfléchir. Et il y a GPT-4 qui est sorti en 2023. Et ça, c'est le moment où il y a beaucoup de gens dans mon domaine qui ont ouvert les yeux d'un seul coup, et qui sont partis. Donc il faut comprendre que GPT-4 a été un énorme gap par rapport à GPT-3. Et d'un seul coup, il y a de nouvelles capacités qui ont émergé. Donc GPT-4, on s'est rendu compte qu'il était assez bon pour faire des mathématiques. C'est quelque chose que les gens disaient que ça n'allait pas arriver, c'était impossible avec les modèles de langage. Il s'est passé pas mal de choses. Et d'un seul coup, là, je me suis rendu compte que peut-être c'est pas dans 10 ou 20 ans, peut-être que c'est dans 5 ans que ça va arriver. Et là, j'ai vraiment commencé à me pencher sur la question de, est-ce qu'il n'y a pas des dangers? Est-ce que c'est pas... Bon, j'étais assez familier avec la littérature sur ce problème, et l'idée que si on crée des intelligences artificielles surpuissantes sans savoir comment les contrôler, ça paraît très dangereux. Mais ça paraissait un problème différent quand je pensais que ça allait arriver dans 100 ans par rapport à quand je pense que ça va arriver dans 5 ans. Donc je me suis vraiment penché sur la question, et j'étais assez convaincu qu'il allait y avoir de grands dangers à ce moment-là. Donc j'ai pris une approche très bayésienne, assez rationaliste. J'ai essayé de découvrir, de voir s'il y avait des arguments qui pouvaient falsifier cette vision. Donc, à ce moment-là, voilà, je pensais, il y a des graves dangers pour l'humanité dans une échelle de temps assez courte. Est-ce que les gens qui ont étudié la question ont de bons arguments pour contrer ça, pour dire non, en fait, il n'y a pas de danger, tout va bien. Donc j'ai fait un projet de recherche pendant plusieurs mois, où j'ai analysé les arguments des gens qui disent qu'il y a un danger, les arguments des gens qui disent qu'il n'y a pas de danger, et j'en suis ressorti plutôt terrifié, parce qu'en fait, j'ai pas trouvé grand-chose du côté des gens qui disent qu'il n'y a pas de danger. Je me suis rendu compte que c'est avant tout des arguments, alors en français, comment est-ce qu'on dit ça en français? Des arguments externes. C'est-à-dire qu'on ne considère pas les caractéristiques du problème qu'on a, on essaie juste de créer une espèce de classe de référence. Par exemple, on va dire, il y a une nouvelle technologie, regardons ce qui s'est passé quand il y a eu d'autres nouvelles technologies. Donc, il y a eu l'électricité au début du siècle, tout s'est bien passé, donc tout va bien se passer. Donc ça résume, je dirais, à peu près 90% des arguments qu'on entend de sortir de la bouche des gens qui disent qu'il n'y a pas de risque. Ensuite, il y a des gens qui ont une position avec une certitude très forte sur le fait que le progrès va s'arrêter soudainement. Et on constate que si on essaye de quelque façon que ce soit, qu'on essaye de tracer le progrès, on peut regarder le taux de nouveaux modèles qui sort, l'argent injecté dans le milieu, etc. Tout augmente de façon accélérée. Mais il y a quand même beaucoup de gens, parmi les gens qui disent qu'il n'y a aucun risque, qui sont en train de dire, en fait, le paradigme actuel
ne va pas continuer à fonctionner. Il n'y aura pas d'amélioration. Et donc, c'est bon parce que, voilà, si les modèles ne sont pas plus puissants, il n'y a pas de danger. Ces gens-là admettent que si jamais les modèles devenaient plus puissants, il y aurait des énormes dangers, voire jusqu'à un risque d'extinction humaine. Mais ils sont très, très confiants dans cette idée que tout va s'arrêter là, soudainement. Donc là, je pense qu'avec ces deux arguments, on a couvert peut-être 98% des arguments avancés par les gens qui disent qu'il n'y a pas de danger. Après, il y a des arguments plus subtils, comme l'idée que si jamais ça n'a pas d'incarnation physique, alors il n'y a pas de danger. Et littéralement, il n'y a pas des robots dans la rue avec des mitraillettes, alors on est tranquille. Ça résiste pas vraiment au scrutin. De mon point de vue, il peut y avoir une IA qui reste purement virtuelle dans notre monde virtuel, et ça peut déjà causer un risque d'extinction humaine, parce qu'on est extrêmement dépendant au monde virtuel. Mais bon, voilà à peu près mon parcours. Donc je me suis rendu compte de ça il y a environ 1 an, et j'ai décidé d'essayer de contribuer à ce que ça n'arrive pas, à ce qu'on ne crée pas d'intelligence artificielle extrêmement dangereuse. Un des arguments inévitablement développés par les pro-tech, enfin c'est très bien d'être pro-tech, juste que science sans conscience c'est ruine de l'âme, et que cet adage devrait être sur les frontons de chaque entreprise de tech, car oui, on entend souvent que la technologie n'est pas dangereuse dans la mesure où elle est neutre, tout dépend du bon ou du mauvais usage qu'on en fait. Alors, une IA extrêmement dangereuse, ça veut dire quoi ? De mon point de vue, la clé pour comprendre le danger, c'est de vraiment comprendre qu'on crée des modèles en ce moment qu'on ne contrôle pas et qu'on ne comprend pas. Et c'est là que je pense que la plupart des gens ont un gros point aveugle, qu'on dit angle mort sur cette question. C'est que beaucoup de gens pensent que ce sont des logiciels comme tous les logiciels qui tournent sur votre ordinateur, où il y a une série d'instructions et que l'intelligence artificielle suit ces instructions. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. En fait, pour avoir une intuition de ce qu'on fait, c'est qu'on fait grandir, on cultive des cerveaux artificiels géants, donc des réseaux de neurones artificiels, qui au début sont aléatoires, ensuite on leur montre des données et ils s'améliorent. On a un algorithme pour faire en sorte qu'ils s'améliorent tout seuls à partir de données, mais on ne comprend pas ce qui se passe dedans et on n'est pas capable de contrôler vraiment la façon dont le modèle va se comporter. C'est vraiment comme quand on fait grandir un enfant. C'est-à-dire qu'on a un enfant, on va essayer de lui enseigner des choses, de faire en sorte qu'il se comporte bien, mais on n'a jamais de garantie qu'il va se développer comme on le souhaite. Et sachant que ces modèles sont vraiment aliens, ça n'a rien à voir avec des humains, ce qu'on est en train de créer. Pour moi, ça, c'est vraiment la clé du problème. C'est-à-dire qu'on crée des modèles de plus en plus puissants, qu'on ne comprend pas et qu'on ne contrôle pas. Et pendant un moment, j'ai considéré la possibilité de prendre l'approche technique, donc de me dire, ok, on va essayer je pourrais aller faire de la recherche en alignement, faire de la recherche dans la discipline qui consiste à comprendre et contrôler les IA. Mais je pense que ça, c'est une forme de déni, en fait. Je connais beaucoup de gens qui sont là-dedans. Je pense que c'est un peu la dernière forme de déni avant d'admettre que on est mal. C'est de se dire, en fait, je vais trouver une solution technique. Non, a priori, du mieux qu'on soit capable d'estimer ça, la recherche en contrôle et compréhension des IA, elle a encore au moins 50 ans avant d'arriver quelque part, alors que l'implémentation d'IA de plus en plus capable, les estimations vont de 1 an à 10 ans avant qu'on arrive à créer quelque chose de niveau humain. Donc on n'a pas le temps. Donc de mon point de vue, c'est avant tout un problème de coordination humaine. Il y a des gens qui sont en train de créer des modèles très dangereux, il faut les arrêter. Et c'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre Pose AI. Donc Pose AI, à la base, c'est une association internationale qui a été fondée aux Pays-Bas l'année dernière. Et l'idée, on demande un traité international pour mettre en pause la recherche, pas la recherche, le développement, c'est pas vraiment de la recherche ce qui se passe, le développement des modèles les plus dangereux, jusqu'à ce qu'on puisse prouver qu'on peut le faire de façon safe. Donc ça veut dire, voilà, mettre en pause la recherche en capacité pour pouvoir augmenter notre recherche en compréhension et contrôle de ces modèles, faire les choses bien, ne pas foncer pour créer quelque chose d'extrêmement dangereux sans savoir le contrôler. Donc je me suis vachement investi dans le mouvement international et j'ai fondé la branche française en mai cette année, après avoir découvert le discours en France. J'habitais pas en France, je suis revenu assez récemment et du coup j'ai découvert à quoi ça ressemblait le paysage
rhétorique français. Et je me suis rendu compte que en fait, ça a été complètement capturé par Facebook. Il y a Yann Lequin, qui est évangéliste externe de Facebook, c'est comme ça qu'il décrit son travail, qui est une personne qui a eu un prix Turing, donc l'équivalent du prix Nobel en informatique, pour son travail sur les réseaux de neurones. Il est extrêmement respecté en France, il est chevalier de la Légion d'honneur, et en fait, il tient un discours qui va complètement dans le sens de Facebook, où il dit qu'il n'y a aucun risque et qu'il faut foncer pour développer ces systèmes. Il utilise principalement des attaques ad hominem envers ses opposants, donc et que les gens qui disent qu'il y a des risques font partie d'une secte apocalyptique. Enfin, c'est le niveau de discours qu'il a réussi à installer, et il parle directement aux politiciens, il parle directement à Macron. Donc en fait, il a réussi à répandre son lobbying dans les cercles gouvernementaux. Et on observe qu'en France, il y a un gros écart par rapport au reste du monde. On est dans une espèce de dynamique de il n'y a aucun risque, on peut foncer pour développer ces systèmes, on va éliminer les régulations, faire en sorte que les gens viennent dans notre pays pour faire ça. Donc voilà, j'ai décidé de créer la branche française pour essayer de contrer un petit peu ça, d'arriver à sensibiliser le grand public, les décideurs sur quels sont les dangers des intelligences artificielles. Quand on parle d'IA, on évoque des concepts qu'il faut, à mon sens, définir. Qu'est-ce qu'on entend par conscience ? Qu'est-ce qu'on entend par intelligence ? Alors, conscience individuelle, conscience collective, âme, esprit, ego, des termes qui définissent des concepts bien différents. Idem pour l'intelligence. Est-ce qu'on parle de capacité cognitive, de culture, de créativité, d'intelligence émotionnelle ? Qu'est-ce que donc l'intelligence en termes d'IA ? Déjà, dans le cadre de l'IA, on ne parle pas de conscience. Peut-être qu'on devrait en parler plus d'ailleurs, mais en tout cas, c'est quand on crée des modèles d'IA, on évite même trop de parler d'intelligence parce que c'est un terme qui a tendance à vraiment cliver le discours. Et les gens ont des idées préconçues sur ce que c'est que l'intelligence, ou vont partir dans des directions philosophiques, ou vont dire en fait l'intelligence, on ne sait pas ce que c'est, donc ça ne sert à rien d'en parler. Du coup, à la place, on parle vraiment de compétences. Donc on va dire que les modèles qu'on considère comme les plus intelligents, en fait, on considère qu'ils sont plus compétents dans un vaste panel de domaines différents. La façon dont on va vraiment parler d'intelligence, c'est en imaginant une liste de tâches. On peut essayer de lister toutes les tâches imaginables qu'un humain pourrait faire. Par exemple, écrire un livre, faire du café, faire de la recherche en intelligence artificielle, faire de la gymnastique, etc. Donc on a une liste de tâches comme ça, et on peut donner un score pour chaque tâche. On peut dire, tiens, tel système obtient tel score pour faire du café, pour écrire un livre. Et ensuite, comme ça, on peut imaginer que l'intelligence ou la compétence, c'est cette espèce d'espace multidimensionnel qui est défini par toutes les tâches imaginables, et un système est plus compétent qu'un autre si il est globalement meilleur dans toutes les tâches qu'un autre système. On n'a pas une relation d'ordre, ça nous permet de créer une relation d'ordre partiel dans le domaine. Donc pour les mathématiciens qui écoutent, ça leur fera plaisir, mais l'idée c'est que on pourrait en théorie dire qu'un système est plus intelligent qu'un autre si il est strictement il obtient un score strictement meilleur sur toutes les tâches imaginables. Et en fait, là, on est en train de créer des intelligences artificielles qui deviennent de plus en plus compétentes dans toutes les tâches imaginables. Il y a toujours des tâches qui n'évoluent pas, mais globalement, si on regarde le spectre, on observe que le spectre de tâches possibles augmente. On peut comme ça tracer des courbes. C'est comme ça qu'on peut essayer de prédire un petit peu quand est-ce qu'on aura une intelligence générale. Si on extrapole juste les courbes actuelles, on arrive à peu près à une réponse dans 3 ans, quelque chose comme ça. Ça, c'est ce que j'appellerais c'est la définition que j'utiliserais pour parler d'intelligence dans le domaine de l'IA, pour éviter de cliver le discours. Parce que là où ça va se cliver très, très rapidement, c'est quand les gens parlent d'intelligence, ils vont avoir tendance à dire des choses comme il y a des dimensions qui sont complètement inaccessibles aux machines. Typiquement, ils vont citer la créativité. Il y a beaucoup de gens qui vont dire la créativité humaine, c'est quelque chose de... comment dire ça, je ne veux pas utiliser le mot magique, mais bon, j'ai du mal à en fait me projeter dans ce genre de discours parce que je
j'ai pas envie de mal représenter le discours de ces personnes-là. Mais voilà, du mieux qu'on sache, il y a quelque chose qui est quand même assez bien compris maintenant dans les neurosciences, dans le domaine des gens qui travaillent en intelligence artificielle, c'est que l'humain est une machine. Et ça va faire bondir pas mal de gens qui écoutent. Et là, je pense qu'il faut qu'on mette la distinction maintenant entre intelligence et conscience. Donc vraiment, dans tout ce que je dis jusqu'à présent, il n'y a vraiment rien qui touche à la conscience. La conscience, c'est aussi un sujet qui donne lieu à beaucoup de confusion. Il y a notamment une grosse confusion entre le problème difficile de la conscience, ou le qualia, donc la question de pourquoi est-ce que il y a quelque chose de perçu. Donc, cette expérience de pensée, et je ne me souviens plus quel philosophe l'avait inventé, du zombie philosophique. On peut imaginer un humain qui se comporte exactement comme un humain. Alors vraiment, du point de vue externe, c'est la même chose. On ne serait pas capable de dire que c'est pas un humain normal, mais on imagine qu'il n'a pas d'expérience interne, que c'est vraiment une machine telle qu'on l'imagine dans l'imaginaire des machines. C'est vide en fait. Il n'y a pas de perception à l'intérieur. Cette expérience de pensée est très intéressante parce qu'elle nous permet vraiment de délimiter ce que l'on veut dire par qualia ou par conscience, ou en tout cas ce que je veux dire quand je parle de conscience. Pour moi, la conscience, c'est ça, c'est la perception, la chose qui fait que it feels like something to be me. Ça me semble être quelque chose d'être moi-même. Et en fait, ça, c'est vraiment pas la même chose que, disons, les pensées, ou la créativité, ou des choses comme ça. Les pensées, ce sont des mots. Enfin, ça dépend. Il y a certaines personnes qui ont des pensées beaucoup plus visuelles, d'autres beaucoup plus verbales, mais prenons l'exemple de quelqu'un qui a des pensées très verbales. C'est un ensemble de mots, et les mots, ce sont des concepts. Les concepts, ça peut se ramener à des ensembles de neurones qui sont activés à un moment. Et bref, on peut prendre un point de vue vraiment, scientifique sur la question, et on serait capable d'isoler tiens, tel mot en fait correspond à telle activation de neurones dans le cerveau d'un humain, et voilà, et on peut faire ça. On va expliquer exactement, disons, la conscience comportementale de la personne. Donc, pourquoi est-ce qu'elle fait ce qu'elle fait? Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, je choisis de baisser mon doigt? On peut ramener ça à un signal qui se déplace jusqu'à mon doigt, tout un pattern d'activation de neurones dans mon cerveau, et on peut l'expliquer par les informations qui m'entourent, l'état actuel de mon cerveau, mes souvenirs, etc. On peut faire ça, et on n'expliquera pas comme ça pourquoi est-ce que il y a le qualia, pourquoi est-ce que j'ai cette perception de mes pensées, etc. Donc voilà, de mon point de vue, quand je parle de conscience, en tout cas, je parle vraiment de qualia. Et pour ce qui est du reste, c'est j'appellerais ça quelque chose comme conscience comportementale. Donc ça inclurait les pensées, l'existence de pensées, l'existence de prise de décision, etc. Et ça, du mieux qu'on sache, ça s'explique par la physique, par la façon dont notre monde fonctionne apparemment. C'est compliqué tous ces concepts parce que on n'a pas une définition universelle de la conscience, de l'idée, de l'esprit, de l'ego, de la personnalité, de l'âme. Bref, c'est pas facile à comprendre. L'être humain est en partie une machine biologique, c'est ce que disait Maxime tout à l'heure, mais personnellement, à l'inverse des matérialistes qui pensent que la matière produit la conscience en se complexifiant, moi je souscris, comme beaucoup d'ailleurs, à la vision idéaliste, spiritualiste, au sens philosophique du terme, qui veut que la conscience, en gros, précède la matière. Pour simplifier, je parle de post-matérialisme, et si je résume, je crois dans l'idée d'une conscience universelle, délocalisé, et le cerveau est une sorte de poste de radio qui capte cette conscience, en tout cas des
des infimes bribes de cette conscience, il la filtre et lui permet d'exister dans un corps incarné. Et justement, à l'inverse des machines, les êtres humains ont des corps. Nos émotions traversent ces corps, ce qui induit évidemment, quoi qu'il arrive, des comportements et des fonctionnements humains que l'IA ne saurait imiter. Dans toutes les traditions spirituelles, le corps est aussi une porte d'accès à l'âme et à la conscience universelle dont on parlait tout à l'heure. Il n'est pas seulement traversé d'émotions, mais il permet aussi de se connecter à une dimension supérieure de l'être humain, peut-être celle de l'observateur qui a conscience de lui-même, qui a conscience d'être vivant, parce que si nous pensons, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui observe que nous pensons. C'est une dissociation facile à faire et ça nous permet de comprendre que nous ne sommes pas tout seuls dans notre tête. Donc il y aurait l'ego, la personnalité, la petite conscience, qui est donc la somme de nos pensées depuis notre naissance reliées entre elles par l'expérience. Et puis il y aurait l'âme qui, en quelque sorte, baignerait dans le flot de conscience universelle et serait, en gros, assimilable au conatus chez Spinoza, à la volonté de puissance chez Nietzsche, à la libido chez Freud, bref. Une espèce d'énergie, une essence qui permet à l'humain d'avoir conscience de lui-même. Et a priori, enfin dans mon esprit à moi, on ne peut pas en dire autant des machines, déjà parce qu'elles n'ont pas de corps, et j'ai du mal à penser qu'elles puissent avoir conscience d'elles-mêmes. Je veux dire oui et non, dans le sens où on ne peut pas dire si ce genre de machines peuvent être conscientes d'eux-mêmes de la même façon que je ne peux pas dire si tu es conscient de toi-même ou pas. Vraiment, le problème est assez équivalent, dans le sens où on va peut-être créer bientôt des machines qui se comportent exactement comme des humains. Peut-être, c'est pas du tout la direction qu'on est en train de prendre en ce moment, mais si on faisait les choses peut-être de façon un peu moins bête et qu'on essayait de reproduire un peu mieux l'architecture du cerveau humain, histoire de créer des systèmes qu'on comprend quand même un petit peu mieux, ou en tout cas on puisse prédire leur comportement un petit peu mieux que les systèmes aliens qu'on est en train de créer en ce moment. Si on faisait ça, on pourrait se retrouver avec un système devant nous qui se comporte exactement comme un humain, dont on sait que le mécanisme sous-jacent est aussi le même que le cerveau humain. Et on ne pourrait toujours pas répondre à cette question. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dedans? Est-ce qu'il y a le fantôme dans la machine ou pas? Mais étant donné que c'est la même, je peux me poser la même question sur toutes les personnes que je rencontre, de mon point de vue, en termes comportemental, en termes moral, si on peut partir sur un segment sur la philosophie de la morale, ça justifie que je me comporte de la même manière envers ces systèmes-là que je me comporte envers des humains. Parce que vraiment, il n'y a pas de réponse. Il faut donner le bénéfice du doute dans ce cas-là. Oui, c'est tout à fait rationnel et compréhensible. Ok, on va revenir à la question centrale. On va venir à la question centrale car on ne l'a pas effleurée encore et pourtant elle a une importance capitale. La voici. Quels sont les risques? On parle de risques d'extinction de l'humanité possible dans les 3 à 5 ans. C'est complètement effrayant, c'est vertigineux. Entre la crise écologique et le développement de l'IA, on est mal barré. Donc moi, je veux savoir concrètement ce qu'on risque de rencontrer comme problème dans les 3 à 5 ans à venir, voire au-delà. Alors, il y en a énormément, du coup je vais pas pouvoir tous en parler de tous, mais le pattern global, c'est quand même l'idée que plus on crée des systèmes puissants, plus il y a des bénéfices possibles, mais aussi plus il y a des risques possibles. Et si on crée un système qui est aussi puissant qu'un humain, genre qui est aussi compétent qu'un humain de partout, alors on arrive à une espèce de point où il n'y a plus vraiment de possibilité pour l'humanité de garder le contrôle de notre futur si on ne contrôle pas ces modèles. Mais pour revenir d'un point de vue plus concret, là, quelque chose qui me fait le plus peur en ce moment, c'est dans le domaine de la cybersécurité. Donc, il faut comprendre que GPT-4 est déjà meilleur en piratage informatique que 80% des pirates informatiques humains. Donc, il y a beaucoup d'études qui ont été faites à ce sujet où on essaie justement d'estimer quelles sont les capacités
de GPT-4 en termes de piratage informatique. Donc on l'a fait rentrer dans des compétitions de hacking. On lui montre des failles, des vulnérabilités dans des logiciels pour voir s'il est capable de les détecter, de les exploiter de façon autonome. Et on arrive à peu près, quand on regarde tous ces papiers de recherche, à une image consistante de meilleur que 80% des pirates informatiques humains, avec évidemment des points forts et des points faibles qui sont un peu différents de ceux d'un humain. Donc on a ça d'une part. On a d'autre part, en ce moment, tout le monde est en train d'essayer de créer des intelligences artificielles autonomes, donc des agents autonomes. C'est que l'idée, c'est que c'est pas comme ChatGPT où ChatGPT, c'est un peu comme un train de pensée qui apparaît, qui disparaît, qui n'a pas forcément beaucoup de conséquences dans le monde. On lui pose une question, il répond, c'est fini. Donc il y a des gens qui se sont rendus compte que en fait, ça peut juste être le moteur pour des agents autonomes. C'est-à-dire un système qui tourne en continu, auquel on donne certains buts et qui va prendre une série d'actions, tourner en continu dans le monde, prendre une série d'actions pour essayer d'atteindre ce but. C'est assez facile à faire à partir de ChatGPT. Enfin, facile, c'est un problème vraiment d'implémentation et d'ingénierie, pas vraiment un problème de recherche. Typiquement, on va prendre plusieurs instances de ChatGPT qui discutent entre elles. Donc il y en a une qui va dire ok, notre but c'est ça, on va le dissocier en sous-buts. Ensuite je vais donner ces sous-buts à différentes instances de moi-même et qui vont discuter entre elles et qui vont mettre en place un plan. Ensuite on lui donne accès à Internet, on lui donne accès à un ordinateur, il peut faire un peu tout ce qu'il veut sur un ordinateur. Donc ça c'est en cours d'implémentation, ça devient, les systèmes s'améliorent extrêmement rapidement. Il y a encore 3 semaines, il y a un nouveau système qui est sorti qui a des performances assez incroyables. Ces systèmes-là, qu'est-ce qui va se passer dès le moment où, disons, la prochaine itération de ChatGPT, GPT-5, qui est censé sortir dans 6 mois, qu'est-ce qui se passe si, soudainement, il est meilleur que le meilleur des pirates informatiques humains? Si on regarde l'évolution, il y a une chance non nulle, difficile à estimer, mais je pense qu'il y a au moins 10% de chances que la prochaine version de GPT soit largement supérieure que le meilleur pirate informatique humain. Si jamais on arrive à ce point, ça veut dire qu'en pratique, on a créé une espèce d'arme de destruction massive dans le domaine virtuel. On a créé un système qui peut être copié-collé, qui tourne 50 fois plus rapidement qu'un humain et qui permet d'attaquer un petit peu tous les logiciels qui ont été créés sur cette planète, de trouver des vulnérabilités, de les exploiter. Si on met ça dans un agent autonome, ça peut tourner en continu. Bref, il y a vraiment un risque très très concret dans l'année qui vient en termes de cybersécurité. Et le pire, c'est que ça se compose, un compound, comment on dit, ça s'auto-renforce avec un autre danger qui est là depuis longtemps, et qui est bien compris, celui de la manipulation de l'information et des problèmes des algorithmes de recommandation. Donc là, un gros danger pour nous, c'est que l'espace informationnel humain, c'est le chaos total. Ça a été complètement chamboulé par les algorithmes de recommandation qui recommandent tout et n'importe quoi aux gens. Et du coup, c'est très difficile de faire passer des bons messages, de faire comprendre typiquement le risque des IA aux gens. Les personnes qui contrôlent cet espace informationnel, c'est Facebook. C'est des gens qui ont des intérêts énormes pour qu'on ne pense pas que l'IA a des risques. Du coup, on se bat contre ça. Donc je pense que juste avec ces deux facteurs-là, il y a déjà de fortes chances pour qu'il y ait une catastrophe vraiment d'ordre mondial d'ici 1 an ou 2. Donc il faut comprendre que si jamais il y a un modèle qui est autonome, qui est capable de faire des cyberattaques un petit peu de partout, c'est un risque potentiel pour que Internet devienne inutilisable du jour au lendemain. Si jamais ça se produit, je ne sais pas si ça pourrait causer l'extinction humaine. Probablement pas. Je pense que l'humanité y survivrait. Mais encore un sujet qu'il faudrait expliquer parce que les gens n'auront pas forcément l'intuition. Mais si on coupe Internet là du jour au lendemain sur la planète entière, on parle probablement de centaines de millions de morts. Plus en détail, il faudrait expliquer pourquoi, mais je préfère laisser ça comme un exercice pour les spectateurs pour essayer de comprendre ce qui se passe si jamais on coupe Internet d'un seul coup et pourquoi il pourrait y avoir des centaines de millions de morts.
À vos cahiers, mesdames, messieurs, vous avez 2 heures. Alors je saisis globalement voilà, les risques, mais ça reste quand même virtuel pour moi. Comment une IA peut décider d'aller hacker un système? Comment ça peut se passer concrètement dans le virtuel, si je puis dire? Alors, a priori, en tout cas, pas les premières IA, ce serait pas autonome. C'est juste, non, pas autonome dans le sens où, par elle-même, elle se dirait, je vais aller hacker des systèmes. On parle plutôt d'acteurs malveillants qui vont leur dire d'aller hacker des systèmes. Donc déjà, il faut savoir que le cybercrime, c'est un marché qui est supérieur à celui des GAFAM. C'est plusieurs trillions de dollars par an. Je crois que c'est quelque chose comme 13 trillions de dollars par an. Peu de gens sont au courant de ça. C'est aussi en augmentation exponentielle, vraiment, pour le coup, depuis 2019, ça explose. Et là, avec les nouvelles capacités qui sont mises entre les mains de ces gens mal intentionnés, qui permettent de créer de fausses vidéos, de copier la voix des gens, etc., on est encore en train de voir une explosion de l'utilisation de ces technologies à des fins malveillantes. Et donc, les acteurs malveillants sont là. Et c'est pas une minorité, c'est vraiment un marché immense avec des entreprises. Enfin, il y a vraiment il existe une espèce d'économie alternative de ces personnes-là qui ont des entreprises qui grossissent, etc. Donc, dès qu'on met entre les mains de ces gens-là des modèles qui sont meilleurs pour pirater des systèmes que les humains, c'est catastrophique quasiment immédiatement. Et c'est d'autant plus catastrophique qu'on a beaucoup de petits groupes. Si encore c'était qu'un seul acteur malveillant, bon, on imagine stéréotypique, disons la Corée du Nord ou disons la Russie, ce serait pas dans leur intérêt de foutre le monde en l'air. Donc, on pourrait imaginer qu'ils utiliseraient ça de façon stratégique et la plupart des humains ne verraient pas grand-chose. Il y aurait une déstabilisation des démocraties qui continue. Le problème, c'est vraiment si on met ça entre les mains de myriades de petits groupes qui ne vont pas s'organiser ensemble et qui vont juste commencer à créer le chaos de partout. Sachant qu'il y a des gens qui veulent vraiment, littéralement, détruire le monde. Là, quand GPT-4 est sorti, un des premiers agents autonomes qui est sorti s'appelait Chaos GPT et qui avait pour but de maximiser la souffrance dans le monde, de tout détruire. Donc voilà, dès que ces modèles existent, il y a des gens qui vont les prendre et qui vont dire maximise la souffrance, détruis Internet. La question c'est, est-ce que ces modèles vont avoir la capacité de le faire? Et c'est possible que bientôt, oui. C'est un peu ça le problème. Ok, bon alors, allons encore plus loin parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir son abonnement à GPT-5 et puis de lui dire depuis sa chambre « Allez, vas-y, détruis-moi Internet s'il te plaît ». Comment ça peut se passer très concrètement? Ouais, prenons encore plus du concret. Donc GPT-5, je pense que ça devrait aller dans le sens où OpenAI ne serait pas suffisamment stupide pour donner accès à tout le monde à un modèle qui a des capacités aussi destructives si jamais c'est le cas. Donc là, on est encore dans un monde où le problème est contenu. Ce système extrêmement dangereux existe, mais il reste entre les mains de quelques individus. Et du coup, on a plutôt intérêt à espérer que ces individus soient gentils. Parce qu'on n'a pas beaucoup si on regarde ce qui se passe à OpenAI en ce moment, on peut en douter quand même pas mal. Mais bon, a priori, ça devrait aller. Par contre, ce qui est beaucoup plus flippant, c'est toutes les autres boîtes autour qui ont décidé de créer des IA et de les mettre immédiatement en open source. Donc typiquement, voilà, Facebook sont dans un déni total des risques et ils ont explicitement décidé que leur stratégie, ça allait être de reproduire ou de dépasser les modèles créés par OpenAI et de les mettre instantanément en open source d'accès à tout le monde. La philosophie de Mark Zuckerberg là-dessus, qui est risible, c'est de dire, en fait, on va donner des milliards d'IA aux personnes sur cette planète, et les IA des gentils vont défendre contre les IA des méchants. Alors, il faut regarder il y a un entretien récemment où il explique cette stratégie. Il dit pas ça pour rigoler, il le pense vraiment. Bon, on pourrait rentrer dans le détail sur pourquoi c'est très naïf, mais globalement, ils vont, a priori, du mieux qu'on sache, ils vont continuer à faire ça. Donc la question c'est, est-ce qu'ils vont arriver à créer un système aussi bon que ceux de OpenAI? Là, ils sont
ont peut-être quelque chose comme 1 an de retard en ce moment, mais c'est difficile à prédire et on dirait qu'ils sont quand même bien en train de rattraper OpenAI sur ce coup-là. Donc voilà, le modèle concret de comment ça pourrait très mal se passer, c'est si Facebook met en open source un modèle qui a des capacités extrêmement destructrices comme ça, auquel cas, là, d'un seul coup, on a tout le monde sur cette planète qui peut l'utiliser. Bon, évidemment, pas tout le monde, parce qu'il faut encore savoir comment utiliser un modèle open source. Donc, tous les développeurs, tous les programmeurs sur cette planète peuvent l'utiliser. La plupart des gens qui travaillent dans le cybercrime pourraient l'utiliser. Donc là, concrètement, on a soit un modèle où c'est pas encore intégré dans des agents autonomes, mais du coup, on a plein de groupes qui commencent à tout hacker d'un coup. Et on a vu ce qui s'est passé juste avec CrowdStrike récemment, qui est tombé en l'air, ça a mis un peu le chaos. Là, on parlerait de quelque chose à une échelle. Donc, concrètement, on pourrait avoir des modèles qui scannent un petit peu tous les logiciels qui existent et qui sont capables de détecter des failles, de trouver des failles dedans en quelques secondes. Si on suppose que les modèles sont devenus surhumains en piratage informatique, donc ils pourraient faire le travail qu'un hacker ferait en plusieurs jours, peut-être en quelques minutes, ce qui consiste à genre lire du code, réfléchir et trouver ok là peut-être que je peux exploiter telle faille de telle vulnérabilité. Donc ils sont capables de faire ça, de trouver toutes les vulnérabilités, ensuite de produire du malware, du code qui les exploite. Donc on pourrait vraiment avoir un événement où en quelques jours plein de systèmes tombent. Enfin, il y a des attaques de ransomware de partout, donc plein d'hôpitaux sont arrêtés de partout dans le monde avec des gens qui demandent des rançons pour réactiver leur système informatique. Et la même chose du coup sur tous les systèmes informatiques de toutes les entreprises du monde. Si jamais ça se produit et ces acteurs ne sont pas coordonnés, ce qui devrait être le cas a priori, je ne pense pas qu'ils soient capables de se coordonner suffisamment pour faire ça et ne pas foutre en l'air. A priori, on fout tout en l'air. Après, il y a l'autre modèle qui est celui où on intègre ces systèmes dans des agents autonomes qui peuvent se répliquer. Donc ça, c'est aussi un gros sujet qui fait peur aux gens en sécurité de l'IA. C'est que, a priori, c'est pas très difficile pour un modèle comme ça de créer des copies de lui-même. Tout dépend de la taille du modèle. Mais à partir du moment où c'est possible et où on crée un agent autonome et on lui dit, OK, essaye d'atteindre tel but et tu as le droit de te répliquer pour atteindre ce but. Être capable de se répliquer, c'est un super pouvoir. C'est vraiment quelque chose qui va beaucoup vous aider à atteindre n'importe quel but. Alors, si on me dit essaye de créer une entreprise qui fait beaucoup d'argent et que j'étais capable de créer des copies de moi-même, je commencerai par en créer autant que je peux, un millier, j'aurai une petite armée d'entités qui peuvent faire plein de choses différentes. Donc ça, on pense aussi que ces capacités d'autoréplication, elles devraient arriver d'ici 1 an, si on n'a pas trop de chance. À partir du moment où ça c'est possible, là, voilà, on peut avoir juste une seule personne dans le monde qui lâche un modèle comme ça, qui commence à se répliquer partout sur Internet. Pour le moment, on n'a pas de défense comme ça. Personne n'a même imaginé une défense à ce problème. Il y a les virus, évidemment, il y a les virus qui ont ce comportement-là, mais un virus, c'est pas comme un humain. Un virus n'est pas capable de s'adapter à toutes les situations auxquelles il est confronté, comme s'il y avait un programmeur derrière qui pouvait le recoder, etc. Donc voilà, je sais pas si ça te donne une vision plus concrète. Mais si, tout à fait, c'est assez clair. Autre question, quelque chose qui peut faire peur aussi aux non-initiés, c'est le risque physique. Est-ce que, par exemple, des IA pourraient se lier les unes aux autres, former une seule grande entité numérique et avoir une action globale sur le réel, activer des robots tueurs, déclencher une guerre atomique entre les humains et les machines, comme dans Terminator? Bref, cette vision science-fictionnelle a-t-elle des chances de se réaliser ? Alors, le risque physique qui fait peur à beaucoup de gens en ce moment, c'est le risque de pandémie. Parce qu'il faut savoir que pour créer un virus mortel pour l'humain, c'est pas vraiment un problème de synthèse. On sait maintenant comment synthétiser un virus à partir de son ADN. Donc la question, c'est comment implémenter un ADN qui crée un virus qui a des capacités, qui a des fonctionnalités vraiment dangereuses pour l'humain.
À partir du moment où on est capable de faire ça, donc si on imagine être capable de dire, ok, moi je voudrais là un virus qui s'active, qui reste dormant dans un organisme pendant 6 mois, mais qui continue à se multiplier, à se transmettre, qui s'active au bout de 6 mois et qui cause la mort de son hôte dès qu'il est activé. Si on est capable, à partir de cette définition, de créer le virus, alors c'est fini, on est tous morts. Le problème, c'est que l'évolution ne va pas créer des choses comme ça, pas parce que c'est compliqué ou difficile, juste parce que ça n'a aucun intérêt pour le virus. Alors, un virus, c'est comme tout le reste dans cet univers, ça veut survivre, ça veut répliquer ses gènes, et du coup, si tous ses hôtes meurent d'un coup, le virus meurt aussi, donc ce virus n'a pas été amené à exister par l'évolution. Mais c'est pas une raison pour laquelle il peut pas exister en théorie. Et à partir du moment où on augmente notre compréhension de la mécanique biologique, donc qui permet de créer des mécanismes qui expliquent comment un virus fonctionne, on risque de devenir capable de créer ce genre de choses. Et c'est un domaine dans lequel les intelligences artificielles excellent et sont probablement amenées à exceller de plus en plus. Parce que c'est vraiment un problème qui est... comment dire, je peux pas aller beaucoup plus en détail dans ce sujet-là, je pense, parce que je suis pas un spécialiste en biologie, donc je veux pas risquer de dire des choses que je ne connais pas. Mais en tout cas, c'est un sujet qui inquiète énormément les experts. Il y a déjà des labos automatisés qui permettent, on peut leur envoyer la description d'une protéine à synthétiser, ils la synthétisent pour vous sans vraiment vérifier si elle est dangereuse ou pas. Il y a quelques blacklists, donc ils vérifient les instructions par rapport à des blacklists, mais s'il y a des instructions nouvelles qui arrivent, c'est pas dit qu'il vérifie si la protéine est dangereuse. Donc voilà, quelque chose d'assez concret qui fait peur à beaucoup de gens en ce moment. Une autre chose assez concrète, c'est les armes autonomes. Là, c'est quand même aussi assez incroyable qu'on soit passé d'un monde assez rapidement dans lequel c'était vraiment un sujet tabou. C'est-à-dire que il y a encore 3 ou 4 ans, il y avait une espèce d'idéologie où on disait que jamais on ne laisserait une machine prendre une décision de façon complètement autonome de tuer un humain. Et le monde a complètement changé là-dessus. Donc maintenant, on est vraiment passé dans une idéologie où c'est l'ordre naturel des choses. Les armées vont dans cette direction, c'est normal. Et donc là, voilà, en Ukraine, on a des drones qui tuent de façon complètement autonome des humains tous les jours. Donc ça s'est fait de façon assez organique, c'est-à-dire au début, ils avaient des drones téléguidés et les Russes mettaient des brouilleurs, donc ils perdaient le contrôle des drones. Et en fait, ils se sont rendus compte que la technologie est pas très complexe pour faire en sorte que le drone continue à fonctionner de lui-même, détecte les visages des gens, apprenne à reconnaître si c'est un soldat russe et si oui, à le tuer de façon complètement autonome. Donc voilà, maintenant on a vraiment la technologie pour avoir créé facilement un drone qu'on lance qui va aller dans une foule, détecter un visage en particulier et aller tuer cette personne. Donc ça s'est vraiment développé l'année dernière. C'est encore pas trop sorti d'Ukraine, mais on peut s'attendre à ce que dans un an, n'importe qui soit capable, puisse acheter un drone dans le commerce, uploader, mettre le logiciel dedans qui permet de lui donner la reconnaissance faciale, etc. Pour aller trouver quelqu'un de façon autonome. Soit attacher, mettre une petite bombe artisanale, ou on peut imaginer plein de façons différentes de faire la chose, voire même un gros drone qui fonce sur quelqu'un, ça peut le tuer aussi. Et on va passer dans un monde très étrange où il peut y avoir des attaques qui sont en impunité à peu près totale, parce qu'on va arriver à retrouver qui a envoyé un drone à plusieurs kilomètres de distance pour tuer quelqu'un de façon très ciblée. Bon, il y a tout ce genre de problématiques qui existent. Et puis évidemment, à partir du moment où on a créé des dizaines ou des centaines de milliers de drones, ce qui est le cas en ce moment, on a vraiment d'industrialiser la production de drones tueurs. Ils existent. On a intérêt à ce que les intelligences artificielles restent bien contrôlées, parce que là, on est vraiment de rentrer dans ce monde où il y a des robots tueurs de partout autour de nous. Donc voilà, le scénario où les intelligences artificielles se rebellent contre nous et décident de nous exterminer, il n'est pas très crédible dans le sens où elles n'ont pas vraiment de raison pour le faire par elles-mêmes. Par contre,
par un acteur mal intentionné, oui, et bientôt elles vont avoir la possibilité de le faire parce qu'on aura créé des millions de robots tueurs de partout. Ok. Bon bah c'est chouette, hein, tout ça. La quintessence de la connerie humaine définie en quelques phrases. C'était maintenant. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On va revenir à l'instant présent, tiens. Hein, on n'a pas le choix. Ce que je vous propose, tiens d'ailleurs, c'est de poursuivre l'écoute de cet entretien sur Patreon. Le lien est en description. Parce que à partir de cette rentrée, Calreco fait sa mue avec Stéphane, qui est aux manettes sonores de ce podcast. Eh bien, on adore produire ce type de contenu, hein, on va continuer, mais on s'est aperçu déjà depuis un petit moment qu'il y avait un décalage immense entre l'investissement, l'énergie, l'argent et la créativité qu'on peut mettre dans Calreco et le retour, notamment financier, que nous avons. Alors, c'est pas qu'on compte sur Calreco pour vivre, mais effectivement, on a chacun une activité à côté. Moi, je suis musicien, Stéphane est ingé son. Et voilà, ça devient difficile de concilier tout ça. Donc, on se dit que ça serait bien petit à petit de réunir une petite communauté sur Patreon qui puisse contribuer. Ça serait chouette. Voilà, jusqu'ici... ce projet nous coûte plus qu'il ne nous rapporte et c'était compliqué d'envisager de poursuivre comme on a commencé. Donc voilà, même si j'adorerais pouvoir délivrer gratuitement tous ces entretiens, eh bien je ne peux tout simplement plus poursuivre sur cette voie. Alors on vous propose désormais gratuitement sur les réseaux YouTube et les plateformes de podcast la première partie de nos entretiens, hein, qui est assez longue, hein, vous en conviendrez. Là on est à près d'une heure, hein, on est à 55 minutes, donc voilà, ça fait déjà un bon contenu. Et puis pour ceux qui ont envie de faire un pas de plus avec nous, rejoignez-nous sur Patreon pour quelques euros mensuels. Vous pourrez entendre tout l'entretien, notamment celui ici avec Maxime qui a duré plus de 2 heures. Ça nous encourage, ça nous permet d'envisager de continuer l'aventure encore longtemps. Et puis vous le savez, si vous nous suivez sur cette chaîne, Calreco c'est aussi une fiction qui s'écrit, une fiction de science-fiction, une fiction audio et puis un spectacle musical, un album aussi musical. Et ça y est, je peux vous le dire, le spectacle est en route. Les premières répétitions auront lieu au printemps 2025. On rentre en résidence de création. Résidence de création, c'est la création sur scène du spectacle, voilà, qui est bientôt fini d'écrire. Donc nous serons plusieurs musiciens sur scène. Il y aura aussi une partie de cette histoire de science-fiction qui sera racontée. C'est un spectacle musical et je serai très content de voir des followers, des suiveurs de Calreco quand nous commencerons à tourner ce spectacle sur scène. Voilà, je vous propose donc de faire un pas de plus avec nous en nous rejoignant sur Patreon et puis vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux Insta et TikTok où nous officions également. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien, hein, restez conscients et surtout, n'oublie jamais que tu vas mourir. Peut-être plus tôt que prévu. Hein, non, je déconne. En fait, pas tant que ça. Allez, bonne route. À très vite sur Patreon.